La philosophie romaine, c'est juste de la philosophie grecque réchauffée. Bon, on a tous plus ou moins entendu ça, n'est-ce pas? Mais et si c'était complètement faux? Et s'il y avait eu en fait une tradition philosophique bien romaine, plus ancienne même, et qui a été totalement oubliée? Alors voilà la question, un peu provocatrice, tirée de la préface de la source qu'on explore aujourd'hui. Elle résume parfaitement le cliché, hein. Les Romains, de super ingénieurs, de grands soldats, d'accord, mais en philo, juste des élèves des Grecs. Eh bien, tenez-vous bien, parce que ce qu'on va découvrir est beaucoup, beaucoup plus surprenant que ça. Et pour mener cette petite enquête, notre guide, c'est ce livre, le Oxford Handbook of Roman Philosophy. C'est en s'appuyant sur ces recherches qu'on va essayer, ensemble, de déterrer les racines d'une pensée philosophique qui a été complètement effacée. Alors, allons-y. Attaquons directement la question. La philosophie grecque en toge, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que les penseurs romains n'étaient que des traducteurs, des vulgarisateurs? C'est en tout cas ce qu'on a cru pendant très très longtemps. Oui, la vision classique, c'est un peu ça, l'image d'Épinal. D'un côté, on a les Grecs, les créateurs, les génies. De l'autre, les Romains, les pragmatiques, les ingénieurs qui appliquent les plans. Le stoïcisme, l'épicurisme, toutes ces grandes écoles, ça vient de Grèce. Les Romains, eux, ils n'auraient fait qu'adapter. Jamais vraiment créer quelque chose de nouveau. Sauf que, attendez, il y a un indice. Un indice qui change absolument tout. Et c'est Cicéron lui-même qui nous le donne. Il parle de penseurs bien plus anciens, qu'il appelle les philosophes italiques. Et attention, il ne dit pas que ce sont des étrangers, non, il dit que ce sont presque des compatriotes. Et c'est là, vraiment, que l'enquête commence. Alors, ces compatriotes italiques, qui étaient-ils? Pour le comprendre, il va falloir faire un pas de côté. Oublier Rome, oublier Athènes, et regarder une Italie beaucoup plus ancienne et beaucoup plus diverse. Donc, imaginez, on oublie Rome et Athènes un petit instant. On est dans le sud de l'Italie, bien avant que Rome ne domine tout. Là, on a une vraie mosaïque de peuples. Les Samnites, les Lucaniens, c'est un endroit où on parle l'osque, le grec, le latin. C'est un véritable bouillon de culture. Et c'est de là, de ce mélange, qu'est née une philosophie qui n'était pas du tout une importation. C'était une création bien de chez eux. Alors voilà quelques-uns de ces penseurs. Arésas ou Aésara, Oxélus, Ennius. Bon, le problème, c'est qu'il ne nous reste que des fragments, des miettes. Leurs œuvres complètes sont perdues. Mais ces quelques bribes, eh bien, elles suffisent pour nous donner un aperçu juste fascinant de leurs pensées. Et croyez-moi, ce qu'on y découvre, c'est radicalement différent de ce à quoi on pourrait s'attendre. Prenons Ennius par exemple. C'est l'exemple parfait de ce monde de multiculturel. Il disait avoir 3 cœurs. Un pour parler l'osque, un pour le grec et un pour le latin. C'est une image géniale, non? Ça ne veut pas juste dire qu'il était polyglotte, ça veut dire qu'il vivait au carrefour de ces cultures, qu'il pouvait les mélanger, en faire la synthèse. C'est précisément dans ce genre de creuset que la philosophie italique a pu naître. Bon, alors, concrètement, ça disait quoi, cette philosophie? Quelle était leur grande idée? Eh bien, la clé de tout leur système, c'est leur vision de l'âme humaine. Et là, c'est vraiment radicalement différent. Leur concept central, c'est ce qu'ils appellent l'eunomia. On pourrait traduire ça par la bonne loi de l'âme. Et là, il faut tout de suite oublier l'idée d'un conflit permanent, d'une guerre entre la raison et les passions, comme chez Platon par exemple. Non, non, pour la philosophe Aésara, ce n'est pas une guerre, c'est une collaboration. Le but, c'est de trouver l'harmonie, un ordre juste où chaque partie de l'âme a sa place et joue son rôle. Et voilà comment ça se décompose. C'est une âme en 3 parties. Il y a l'intellect, qui est là pour le jugement, l'intelligence. Il y a l'esprit, qui donne la force, la puissance d'agir. Et puis, il y a le désir. Et c'est ça qui est super intéressant. Le désir, qui est si souvent vu comme l'ennemi à abattre, est ici une force positive. C'est la source de l'amour, de la bienveillance. Donc, la clé, ce n'est pas de réprimer une partie au profit d'une autre, c'est de les faire travailler ensemble, de les harmoniser. Et le résultat de tout ça? Le voilà. C'est que quand ce qui est doux est mêlé à ce qui est bon, c'est-à-dire quand le plaisir se mélange à la vertu, le plaisir n'est plus l'ennemi, au contraire, quand l'âme est bien réglée, bien ordonnée, le plaisir devient la conséquence logique, naturelle de la vertu. C'est quand même une vision beaucoup plus optimiste et intégrée de ce que nous sommes. Ok, donc on a cette idée d'harmonie dans l'âme. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Ça ne concerne pas que l'individu. Pour ces penseurs, c'est un principe cosmique. L'ordre qu'on trouve dans notre âme, ce n'est que le reflet d'un ordre beaucoup, beaucoup plus vaste, l'ordre de la justice universelle. Écoutez ce que dit Échellus, un autre penseur de cette école. Il me semble préférable de considérer la justice parmi les hommes comme la mère et la nourrice des autres vertus. Ce n'est pas juste une vertu parmi d'autres, c'est la mère de toutes les autres. C'est la condition de possibilité du courage, de la sagesse, de tout. C'est vraiment le principe organisateur de l'univers.
Alors, ce tableau peut paraître un peu abstrait, mais l'idée derrière est incroyablement simple et puissante. C'est que la même force est à l'œuvre partout, à toutes les échelles. Au niveau du cosmos, c'est l'harmonie divine qui maintient tout ensemble. Au niveau des cités, des maisons, c'est la loi, la concorde. Et à notre niveau, dans notre corps, c'est notre âme. C'est une vision du monde complètement unifiée. L'infiniment grand et l'infiniment petit obéissent au même principe d'ordre. Bon, on a donc cette tradition philosophique super riche, profondément ancrée en Italie. Mais alors, il y a un énorme mystère. Comment ça se fait qu'elle est presque complètement disparue? Pourquoi on n'en entend jamais parler? C'est la grande question, la grande énigme. Comment est-ce qu'une pensée aussi profonde, aussi structurée, a pu être balayée de l'histoire? La réponse, une fois de plus, on la trouve chez les anciens. Et elle nous raconte une histoire fascinante, l'histoire d'une véritable guerre des idées qui s'est jouée sur le sol italien. Et c'est encore Cicéron qui nous met sur la piste. Il décrit une sorte de tsunami intellectuel, une version très très simplifiée de l'épicurisme qui a saisi toute l'Italie. Une philosophie qui promettait un bonheur plus simple, plus immédiat, et qui a littéralement tout emporté sur son passage. On assiste donc à un véritable choc entre deux visions du monde. D'un côté, on a ce pythagorisme italique, une pensée exigeante, qui parle d'ordre cosmique, de justice, de responsabilité. Et de l'autre, cet épicurisme populaire, beaucoup plus simple, le but, c'est le plaisir individuel, l'évitement de la douleur. Et bon, comme souvent dans l'histoire des idées, c'est la promesse la plus simple, la plus directe qui a fini par l'emporter. Alors, au final, pourquoi c'est si important de déterrer cette histoire perdue? Est-ce que c'est juste une anecdote pour spécialistes? Non, pas du tout. C'est une découverte qui a le pouvoir de changer notre regard sur toute la culture romaine et peut-être même sur l'histoire de la philosophie en général. Parce que ça montre une chose très claire, non. La philosophie romaine n'était pas un simple copier-coller de la pensée grecque. Elle est née d'un paysage beaucoup plus complexe, multiculturel, avec ses propres débats, ses propres conflits et surtout ses propres racines intellectuelles locales, natives. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si toute une tradition philosophique a pu être effacée de l'histoire comme ça, combien d'autres histoires, combien d'autres idées perdues attendent quelque part dans l'ombre d'être redécouvertes et de changer, elles aussi, notre vision du passé? Merci d'avoir suivi cette analyse.